Bien, je vous propose de commencer. Alors, c'est un grand plaisir d'avoir pour le dernier séminaire de cette année Eleni Diamanti, qui va venir nous parler de ce qu'elle fait. Eleni, je dis quelques mots pour la présenter, elle est directrice de recherche CNRS, elle travaille au LIPSIS, à Sorbonne Université. C'est une spécialiste qui est internationalement reconnue, ça, je pense qu'on peut le dire, sur tout ce qui porte sur, je dirais, les ressources photoniques pour les eaux quantiques, en particulier la cryptographie quantique, mais pas seulement. Quelques mots sur son parcours. Donc, elle a fait ses études en Grèce. Alors, c'est une école d'ingénieurs, c'est ça que tu as fait. Donc, voilà, l'école polytechnique d'Athènes, elle a eu son diplôme là-bas. Et ensuite, elle est partie aux États-Unis faire une thèse à Stanford, sous la direction de Yoshi Yamamoto. Et sa thèse, eh bien, c'était une thèse sur les protocoles de communication quantique, sur la distribution de clés cryptographiques, à partir de comptage de photons, ce qu'on appelle des variables discrètes. Et puis, après sa thèse, donc, elle a décidé de venir faire un postdoc, et elle a choisi la France pour faire un postdoc. Ce qui est remarquable, ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'elle a choisi un des très bons laboratoires français, le laboratoire Charles-Fabry, ça s'appelait l'Institut optique à l'époque peut-être, avec Philippe Grangier. Et là, changement de paradigme, puisqu'elle continue à travailler sur la crypto et ces choses-là, mais au lieu de travailler sur ces variables discrètes, elle va passer aux variables continues. Et ça va devenir sa marque de fabrique. Donc depuis ce temps-là, avec ce travail avec Philippe, tu travailles sur les variables continues. Tu vas nous expliquer tout ça beaucoup mieux que je ne le ferai. Mais donc, après son postdoc, elle entre au CNRS, c'était en 2009, et elle y est toujours. Elle est maintenant directrice de recherche. Donc, ces travaux ont eu un impact considérable, non seulement en physique fondamentale, mais en physique appliquée, hein. Ils ont débouché sur le premier produit commercial qui a exploité la technologie des variables continues. Et Eleni est d'ailleurs à l'origine de la start-up, cofondatrice de la start-up WeLink, qui est donc spécialisée dans les technologies d'interconnexion quantique. Et je terminerai en disant que Eleni a reçu une bourse ERC en 2018 et aussi en 2024, ça c'est très fort, 2 médailles du CNRS la même année. La médaille de l'innovation et la médaille d'argent. Donc, c'est 2 médailles très prestigieuses. Et je dirais qu'avoir ces 2 médailles, qui plus est la même année, ça illustre parfaitement les travaux d'Eleni, qui sont à la fois très fondamentaux et qui ont des applications immédiates pour avoir donc à la fois la médaille d'argent pour l'aspect fondamental et puis la médaille de l'innovation pour ses applications. Donc, je suis vraiment très heureux qu'elle ait accepté de nous parler et je lui laisse le micro. Merci beaucoup, Jean. Je suis très, très honorée par cette introduction vraiment très sympathique. Donc, c'est le mien. L'honneur est tout à fait le mien de faire ce séminaire à la suite d'un tel pédagogue, un tel grand scientifique comme Jean Dalibard. Donc, c'est vraiment l'honneur est tout à moi. Je vais donc vous parler aujourd'hui la prochaine ère de mon domaine. Donc, ça va être, je pense, un petit peu un changement par rapport à ce que vous avez entendu dans les cours des gens. On reste sur les technologies quantiques, mais comme a expliqué justement Jean dans son introduction, un petit peu des côtés un peu plus appliqués. Voilà. Donc, moi, je suis ingénieure de formation, comme vous avez entendu. J'ai fait aussi, quand j'ai commencé ma thèse, c'était de la physique fondamentale. Après 20 ans, c'est devenu un sujet vraiment stratégique, particulièrement les technologies quantiques, la cryptographie quantique et les réseaux quantiques. Donc, on va parler de tout ça. Donc, en fait, la façon dont j'ai organisé ces séminaires, ça va être un panorama avec de ce que je pense, moi, de l'évolution des réseaux quantiques, comment ça avance, quelles sont les applications spécifiques, avec de temps en temps un petit peu point sur les travaux spécifiques de notre équipe.
Okay, comme ça, vous pouvez voir un petit peu le contexte général et quelques travaux qui s'intègrent dans ces contextes. Donc, on va rester, donc je vais continuer, on va rester dans les domaines, on va être dans les domaines des technologies quantiques qui se divisent. Je sais que dans les séminaires précédents liés au cours des gens, vous avez vu aussi, vous avez touché à d'autres domaines des technologies quantiques, y compris les calculs et les capteurs et la simulation quantique. Donc, aujourd'hui, ça va être plutôt les premiers piliers, donc, qu'on appelle ça des technologies quantiques, plutôt les communications et les réseaux, et les réseaux quantiques. C'est ça les domaines qu'on va couvrir. Donc, on va beaucoup parler de sécurité parce que beaucoup de ces protocoles-là ont des applications cryptographiques. Et justement, je peux vous donner quelques exemples sans que ce soit un cours en cryptographie. Okay? Mais on va quand même toucher un petit peu à certaines notions qui touchent à la sécurité pour illustrer pourquoi ce domaine est intéressant. Et puis ensuite, juste pour rappel, il y a toutes les autres catégories donc, des piliers des technologies quantiques, entre les calculs quantiques qui nous promet un saut dans la puissance des calculs, ensuite la simulation quantique qui nous donne une meilleure compréhension des systèmes physiques complexes. Et donc, en général, les plateformes physiques qui sont utilisées pour les calculs et la simulation sont les mêmes. C'est juste que souvent, dans d'autres régimes d'opération. Et puis après, bien sûr, les domaines de métrologie et des capteurs quantiques, les sensing, qui nous offrent également un tas d'applications dans les domaines. Et je dirais qu'avec la communication et la cryptographie, ce sont sans doute les domaines les plus proches des applications aujourd'hui. Avant de rentrer plus en détail dans la communication quantique, je voulais faire un rappel. Je ne suis même pas sûre que ça soit nécessaire, mais quand même, je vais quand même le faire juste au cas où. Un petit rappel très rapide sur le codage de l'information quantique. On commence par les deux concepts principaux qu'on utilise pour spécifiquement dans mon domaine, mais aussi plus globalement, qui sous-entend les technologies quantiques. Donc, bien sûr, là, on va coder notre information quantique sur les propriétés des qubits. Donc, que j'aime beaucoup cette image des qubits qui nous montre donc une sphère et qui nous montre que les états quantiques, les états de superposition quantique se trouvent donc sur la surface de cette sphère de blocs, comme on l'appelle. Et donc, on va coder donc dans notre domaine les propriétés de l'information sur les propriétés des particules quantiques uniques, okay, qui se trouvent dans ces états de superposition. Donc, dans les communications et les réseaux quantiques, il n'y a pas beaucoup de plateformes technologiques. On va utiliser les photons. Donc, moi, je suis une photonicienne. Je me considère une photonicienne. On travaille vraiment avec l'optique. Tous les systèmes, sauf un système vers la fin, je vais vous présenter un petit peu des travaux autour des mémoires quantiques, qui sont aussi la base technologique de notre start-up, comme a mentionné Jean. Donc, à ce moment-là, je vais vous faire un tout petit peu introduire un petit peu un système atomique qui est utilisé pour une interface lumière-matière pour le stockage de l'information quantique. Mais sauf ça, tout le reste va être des systèmes purement optiques et photoniques. D'accord? Donc, ça va être mon photon, ça va être mon qubit, je vais l'utiliser un petit peu de la même façon quand je dirai les qubits, ça va être les photons, qui est un très bon qubit pour les transferts d'informations. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on aime, parce que comme on va voir, l'objectif des communications et des réseaux quantiques, c'est de pouvoir propager l'information sur des distances. Ça peut être relativement courte, mais ça peut être aussi de très longues distances. Et donc, les photons, c'est les seuls qubits qui nous permettent de faire ça. Et donc, on peut les transporter, les manipuler, les mesurer, ils résistent au bruit. Et donc, par rapport aux autres qubits, qui évidemment sont extrêmement importants et utiles pour les calculs et la simulation notamment, ça va être notre qubit préféré. Un autre concept autour des technologies quantiques qui est particulièrement utile pour nous, et c'est pour la cryptographie quantique, c'est le théorème du non-clonage. Donc ça, c'est un petit rappel ici, au cas où vous l'aurez oublié, que la physique quantique nous interdit de copier, de cloner, comme on dit, des états quantiques inconnus. Donc si j'ai un état quantique inconnu, le théorème de non-clonage nous dit qu'on ne peut pas les copier.
Et donc ça, c'est ce principe qui a l'air tout simple, est vraiment fondamental pour la cryptographie quantique. Et ça, en gros, c'est à la base de toute la sécurité des protocoles de cryptographie quantique, avec aussi, évidemment, d'autres notions, les notions autour de la superposition et, comme on va voir, de l'intrication aussi. Mais le fait qu'on ne puisse pas cloner des états quantiques, finalement, ça nous donne un avantage évident. Donc, ça devient évident qu'une partie malhonnête, comme on dit, un adversaire, comme on dit dans les domaines de la cryptographie quantique, ne peut pas copier les états, ce qui n'est pas le cas dans le monde classique où on peut toujours copier un état sans introduire de bruit. Hein. Donc, c'est ça que ça veut dire le théorème de non-clonage. Et donc, ça, c'est une introduction très simple à superposition quantique. Ça ne serait pas un cours d'information quantique si on ne parlait pas évidemment d'intrication et de non-localité, et qui est à la base de l'avantage quantique dans toutes les technologies quantiques et aussi dans notre domaine, même si dans notre domaine, comme vous allez voir, on peut aussi faire des choses sans intrication. C'est ça qui est intéressant. On peut aussi faire quelques protocoles de cryptographie quantique sans intrication, mais je vais vous expliquer comment l'intrication ajoute une couche de sécurité et la non-localité qui est inexistante quand on parle justement de l'intrication. Donc, c'est assez intéressant de voir comment on peut faire aussi des technologies, tandis que vous voyez dans les calculs quantiques, en général, ça repose sur des états intriqués diffusés, disons, dans des unités de traitement d'information. En cryptographie quantique, on arrive à faire des choses intéressantes, même sans intrication. Donc, un peu introduction très rapide sur les concepts de l'intrication et les corrélations non locales. J'aime commencer à parler de ça en faisant référence à la physique classique et en faisant les liens avec l'aléa, le concept de l'aléa qui revient aussi régulièrement dans tous les travaux autour de la communication et des réseaux quantiques. Et donc, pourquoi l'aléa est important? Parce que dans le monde classique, en général, les phénomènes aléatoires sont un peu cachés. Donc, sont dus à l'ignorance. Donc, par exemple, on ne sait pas, on ne connaît pas toute la dynamique qui se passe dans des systèmes physiques. Donc, ça paraît, c'est un aléa apparent, mais pas des phénomènes aléatoires vraiment fondamentaux. Tandis que dans le monde quantique, et donc, ce qui est montré très joliment par les paradoxes proposés par Einstein, Podolsky et Rosen, donc ça, c'est les paradoxes connus comme EPR, où en gros, l'idée derrière ces paradoxes, c'est et si finalement on a l'impression qu'il y a des phénomènes aléatoires qui se passent en physique quantique, mais si finalement c'était aussi le résultat d'une ignorance et donc de l'existence de certaines variables cachées et donc qui seraient attachées à nos particules et dont on n'a pas connaissance. Et donc, si on avait cette connaissance, on pourrait expliquer tout ce qui se passe dans les phénomènes quantiques, notamment liés à l'intrication. Et donc, ça a mené à une très grande suite de travaux qui a culminé, bien sûr, pour nous, dans notre communauté au prix Nobel d'Alain Aspect, qui ont justement couronné ces travaux autour des variables cachées et de la localité, où, en gros, c'est ce qui s'est passé pendant des décennies. Les points forts de cette décennie, c'était la proposition du test de Bell, qui a un peu quantifié, concrétisé cette question autour de la non-localité de l'ALIA en disant si on prend un état comme ça, j'espère que tout le monde est confortable avec cet état-là. Donc ça, c'est un état intriqué, entre deux particules. Pour ceux d'entre vous qui aiment les maths, et vu ce que j'ai vu, je n'étais pas sûre, mais vu ce que j'ai vu sur les tableaux écrits quand je suis arrivée, je pense que vous avez vu beaucoup de maths avec Jean, donc vous êtes confortable avec les maths. Et donc là, il manque évidemment le produit tensoriel entre les qubits. Donc ça, c'est une façon très compacte d'écrire notre état intriqué. Et donc l'idée ici, que cet état intriqué entre les qubits, il se propage sur une longue distance, une distance telle qu'on considère que ce n'est pas possible de communiquer
donc même à la vitesse de la lumière. Donc, il n'y a aucune communication entre les deux utilisateurs, les deux personnes qui reçoivent les qubits, dans mon cas, des photons intriqués. Et donc, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut comprendre sur les résultats des mesures, sur les corrélations, comme on dit, entre les résultats des mesures de ces particules-là. Et donc, et c'est ça qu'a fait John Bell vers des années 1960. Il a démontré qu'il n'y a strictement aucun modèle qui admettrait qu'il y aurait des variables cachées locales attachées à mes particules, à mes photons, qui expliquerait ce que la mécanique quantique, la physique quantique prédit, les corrélations quantiques. Et c'est exactement les expériences d'Alain Aspect en 1982 pour lesquelles il a eu le prix Nobel ont montré exactement ça, qu'il a démontré que c'est possible donc de violer l'inégalité de Bell, qui démontrait comment ces corrélations sont liées pour qu'on puisse voir qu'aucune théorie des variables cachées pourrait être valable. Et donc, on l'utilise couramment. Donc, la violation des inégalités de Bell, c'est utiliser et faire les liens entre la violation d'inégalités de Bell et la cryptographie quantique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça paraît comme quelque chose de totalement fondamental qui jamais pourrait avoir des applications, mais en fait, ça a des applications en cryptographie quantique, en réseau quantique. En gros, on utilise les concepts derrière la violation d'inégalité de Bell tout le temps dans notre domaine. Ça sous-entend beaucoup de protocoles qu'on utilise. Je vais vous donner quelques exemples. Et donc, du coup, ce type de protocole nous montre qu'en physique quantique, l'aléa est une propriété fondamentale. Et le fait que donc les résultats d'une mesure est aléatoire, ça donne des phénomènes comme la violation d'inégalité de Bell, qui est liée, comme je vous ai dit, avec la sécurité de certains protocoles. Donc, après cette courte, un peu rapide introduction sur les aspects, sur les concepts vraiment fondamentaux derrière les protocoles, les systèmes qu'on va voir, je vais passer plus spécifiquement sur les domaines donc, de la communication quantique. Et donc, si on veut une définition d'une ligne, ce que c'est la communication quantique, ça a été fait par notre collègue de l'Université de Genève, Nicolas Zizin, qui est un pionnier dans les domaines de la cryptographie et de la communication quantique, et qui nous a dit que c'est l'art de transférer des informations, j'aurais dû corriger ça, de l'information quantique entre des liés distants. Et donc là, vous pouvez imaginer un réseau où on code l'information quantique, c'est propriétés des états quantiques de la lumière. On utilise des canaux de communication qui peuvent être des fibres optiques, d'où l'importance des systèmes de télécommunication et des fibres optiques dans ces domaines, mais aussi en espace libre, donc des canaux par satellite. Donc, je vais vous montrer vers la fin des exemples aussi de ce qu'on peut faire avec des liens par satellite dans l'espace. Et puis après, les traitements de l'information se passent dans le nœud du réseau. Okay? Et le nœud de mon réseau, ça peut être des capteurs, des mémoires quantiques, des processeurs, des systèmes simples de mesure, des générations des états intriqués en fonction des protocoles. Et là, très souvent, on va aussi imaginer qu'il y a des parties malhonnêtes. Okay? Donc, on va considérer qu'il y a des gens qui font partie de notre réseau auxquels on ne peut pas faire confiance parce que c'est lié aux vraies applications. Donc, il y a les utilisateurs, le nœud, les dispositifs qui peuvent être non fiables. Ce qui nous intéresse aussi dans ce domaine, c'est de l'efficacité, qu'on utilise de façon optimale les ressources à notre disposition. Donc, les ressources peuvent être le nombre, par exemple, des qubits qu'on doit envoyer dans les réseaux. Ça peut être le temps que ça prend pour un protocole pour donner un résultat. Ça, c'est l'efficacité des communications. Moi, je vais plutôt, c'est un concept très, très informatique. Donc, je vais rester plus du côté de sécurité. Je ne vais pas beaucoup parler d'efficacité parce qu'efficacité, c'est un petit peu lié aux idées de complexité. Donc, des idées autour de la complexité des communications qui est très présente dans les domaines informatiques. Donc, je vais essayer plutôt de rester plus du côté physique. Mais je sais que ça, c'est aussi très important.
Et donc, notre objectif dans ce domaine, c'est de démontrer un avantage quantique le plus régulier possible, soutenu par des preuves de sécurité. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des théoriciens dans notre domaine. Moi, je me définis comme une expérimentatrice, mais on travaille très proche avec des théoriciens aussi pour les preuves de sécurité. C'est extrêmement important pour une base rigoureuse des protocoles qu'on développe. Et donc, notre objectif, donc, c'est de démontrer cet avantage quantique pour des tâches de communication et de traitement de l'information. Et donc, pour continuer un petit peu sur ces applications possibles, donc ça c'est un petit peu un transparent en anglais avec une figure qui montre un petit peu l'évolution et les différents types de réseaux quantiques je vais suivre un petit peu ce panorama des réseaux quantiques tout au long. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est une évolution progressive de la complexité et de la fonctionnalité des réseaux quantiques. Donc, dans un premier temps, et c'est là où se trouve aujourd'hui ce domaine, vous voyez là qu'il n'y a pas d'année, parce que tout ça, ça reste quand même un petit peu flou, mais on est plutôt dans cette catégorie-là des protocoles aujourd'hui, dans notre domaine, qui nous ouvre des applications dans le monde de la sécurisation d'infrastructures critiques, comme ici, vous voyez les réseaux d'énergie, les data centers, les données très sensibles, par exemple, autour de la santé, ou les systèmes automatiques. Et ça, c'est très lié à l'application phare du domaine, qui est la distribution quantique des clés. On va en revenir. Et donc là, le problème avec ces protocoles, comme on va voir, c'est qu'il y a quand même une limite à la distance sur laquelle certains de ces protocoles peuvent être propagés, donc peuvent être implémentés. Et donc, si on veut étendre cette distance et avoir une communication quantique, une cryptographie quantique sur des distances plus longues, on est obligé soit de faire l'hypothèse qu'il y a certains nœuds auxquels on fait confiance, je vais vous montrer quelques exemples, ou sinon, il va falloir passer sur des systèmes intriqués et donc propager l'intrication dans des réseaux de communication. Et donc ça, c'est possible avec ce qu'on appelle les répéteurs quantiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce type de réseaux un peu plus complexes qui sont ceux qui sont basés sur la distribution, les routages d'intrication dans des réseaux quantiques. Et puis ensuite, si on reste sur l'intrication, mais on n'a pas la possibilité de stocker l'information quantique, on va vite être limité parce que le stockage de l'information quantique, et pour ça, on ne va plus utiliser maintenant que des systèmes photoniques parce que les photons ne sont pas de très bons mémoires quantiques. Les photons aiment bouger, aiment se propager, ils n'aiment pas rester stables dans une position. Et donc, on aime les transférer justement et bouger. Donc, du coup, c'est très compliqué à faire des mémoires quantiques dans des systèmes atomiques ou solides en tout cas. Et donc je vais vous montrer un exemple de mémoire quantique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous permet de synchroniser les opérations dans un réseau quantique, de booster donc la probabilité qu'une opération se fasse dans un réseau quantique. Donc ça, c'est des mémoires quantiques. J'insiste là-dessus qu'il ne faut pas les voir comme des RAM. Et donc, c'est les QRAM que vous avez dans votre ordinateur, les RAM que vous avez dans votre ordinateur portable, et donc qui permettent d'accéder à certaines données conditionnellement à une requête ou à une autre opération. Ça n'existait pas encore. Donc, dans les quantiques, on n'a pas de ce qu'on appelle les QRAM. Ça n'existe pas. C'est quelque chose, c'est un autre sujet. Donc, ce que je vais vous présenter, les mémoires quantiques, c'est plus de buffers. Il faut les voir un petit peu comme des buffers d'information. Les temps qu'on arrive à faire une opération utile dans notre réseau pour que tout soit synchronisé. Et puis ensuite, les dernières catégories des réseaux qui nous ouvrent très grandes les perspectives de toute une catégorie d'applications dans les domaines, c'est si on arrive à connecter entre des ordinateurs et des capteurs quantiques. Donc ça, c'est des réseaux qui nous permettent de profiter, au lieu d'avoir des systèmes individuels monolithiques qui servent en isolement, qui servent tout seuls, ça nous permet de connecter entre des dispositifs et voir quel type d'application cela peut nous permettre d'avoir.
Okay, donc, ça vous donne un petit peu des idées autour de ce qu'on peut faire avec les réseaux quantiques. Mais je vais commencer quand même avec l'application phare du domaine, déjà, donc avec la distribution quantique des clés, pour vous montrer un tout petit peu l'idée et ce qu'on fait, nous, dans ce domaine. Et puis après, doucement, je vais passer vers l'intrication, les mémoires, les répéteurs. Et puis, on est arrivé jusqu'à la fin, dans ma vision, qu'on arrive vers une connectivité quantique plus large qui nous permettra de faire toutes ces belles applications. Donc, sécurité, donc, OK. Et donc, la question qui peut se poser là, que vous avez peut-être entendu, dont vous avez entendu parler un petit peu dans les médias, on parle des D-Day, Q-Day, quand est-ce que qui va détruire notre cybersécurité. Donc, c'est très important grâce à l'avènement de l'ordinateur quantique. Et donc, c'est très important de rester quand même un petit peu précis quand on parle de ces sujets-là. Donc, est-ce qu'il y a une menace imminente pour la cybersécurité? Donc, dans notre domaine, on appelle ça, ce qu'on dit en anglais, c'est Cryptographically Relevant Quantum Computer. Okay? Donc, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on aura un ordinateur quantique qui peut casser aujourd'hui, qui est utile donc, pour la cryptographie. Donc, le Cryptographically Relevant Quantum Computer, je ne savais pas trop comment le traduire. C'est un ordinateur donc, quantique qui peut casser les codes cryptographiques utilisés couramment aujourd'hui. Donc, juste, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas faire ici un cours de cryptographie, mais très quand même rapidement, ça c'est que ce qui est en jeu ici, c'est ce qu'on appelle les cryptographies asymétrique ou la cryptographie à clé publique. Donc, pour votre un petit peu référence, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas trop les domaines, il y a deux grandes catégories de protocoles cryptographiques. Il y a la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. La cryptographie symétrique, c'est des protocoles qui fonctionnent avec un partage d'une clé privée entre les interlocuteurs qui souhaitent échanger un message secret entre eux. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une clé, c'est une série de bits complètement aléatoires, okay, des 0 et des 1, qui peuvent être utilisés ensuite. Tu peux les connecter, tu peux faire un XOR avec une opération de XOR avec ton message. Ça crée le cryptogramme, okay? Donc, qui est complètement, si cette clé est utilisée une seule fois, et la même longueur que le message est complètement aléatoire, donc il y a ces trois conditions, cela nous permet de faire le cryptogramme ne peut pas être violé par n'importe quel adversaire. Donc ça s'appelle la cryptographie symétrique. Et donc vous pouvez me poser la question, puisqu'un protocole comme ça existe, pourquoi on fait la cryptographie quantique? Puisque ça existe un protocole parfaitement sûr, mais parce que c'est extrêmement en fait compliqué à faire dans de larges infrastructures comme l'internet quantique, de faire tout le temps des clés qui ont exactement les mêmes tailles que les messages sont utilisés une seule fois. Ça veut dire qu'il faut les générer tout le temps avec une norme que ça demande une très grande bande passante. Et tout ça, en gros, c'est complètement pas pratique. C'est pas possible d'utiliser dans une infrastructure comme l'Internet ou nos communications actuelles un protocole symétrique comme celui-là. Et donc, qui s'appelle les one-time pad. Et donc, du coup, à la place, on utilise dans notre communication, quand vous payez par carte bancaire vos voyages ou tout ça, ou tout ce que vous faites de façon privée sur Internet, ça utilise des cryptographies asymétriques ou clés publiques, ou le fonctionnement un petit peu différent dans le sens où il y a une autorité qui génère des clés publiques qui sont envoyées dans l'espace public. Vous voulez chiffrer votre message, vous prenez cette clé, vous les loquez, vous les renvoyez et seule l'autorité qui a généré les clés initiales pourra les déchiffrer. Mais ça veut dire qu'il y a un lien mathématique entre ce qui est envoyé dans l'espace public et les méthodes de décodage. Et donc, c'est ça qui est la vulnérabilité de ces systèmes asymétriques. Ces liens mathématiques entre les deux peut être cassé par un ordinateur quantique. Okay? C'est exactement ça la difficulté. Donc, ça repose sur des hypothèses mathématiques et pas sur des principes de physique fondamentale. Et donc, voilà, pour un petit résumé des systèmes symétriques asymétriques. Et je dois aussi ajouter ici qu'il y a une troisième catégorie de protocoles cryptographiques qui a été développée ces dernières années en réponse à la menace par ordinateur quantique, et qui est les domaines, peut-être certains d'entre vous ont entendu
parler, qui est le domaine de la cryptographie post-quantique. Donc, la cryptographie post-quantique, c'est pour nos mathématiciens. Donc, ceux d'entre vous qui aiment les maths devraient faire de la cryptographie post-quantique. C'est un domaine, mais vraiment, c'est des problèmes mathématiques plus complexes que ceux qui sont utilisés aujourd'hui pour faire justement ces liens entre les clés dont on a parlé. Et donc, il y a toute une catégorie de méthodes mathématiques qui sont utilisées aujourd'hui pour essayer de trouver des méthodes qui sont robustes face aux attaques par ordinateur quantique. Mais ici, on va parler plus quand même des solutions physiques. Donc, ce qui est en jeu aujourd'hui, principalement, c'est les systèmes de cryptographie asymétrique qui sont utilisés très largement sur Internet. Donc, la question qui peut se poser aujourd'hui, comment un ordinateur quantique va arriver à casser ces codes? Il y a beaucoup d'études là-dessus. Ici, je note une étude qui a été faite par nos collègues du CA, de l'équipe de Nicolas Sangoire, qui a fait une analyse pour voir comment on peut factoriser, et c'est parce que les problèmes mathématiques à la base des protocoles d'asymétrique les plus utilisés, qui est le RSA, est basé sur la factorisation. Et donc, il a montré, et leur analyse a montré, juste pour vous donner quelques chiffres, une idée des ressources dont on aurait besoin, ce nombre de jours qui est quand même tout à fait raisonnable, avec ce nombre de qubits qui commence à être raisonnable pour certaines plateformes, ok? Et une mémoire quantique avec une durée de vie d'une heure, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et une capacité, donc en norme de mode de stockage, des millions. Ça, c'est sûr qu'on n'en a pas. Et donc, ça met la complexité du côté de la mémoire quantique. Il y a d'autres analyses qui montrent qu'il faut des centaines de milliers ou même des millions de qubits pour casser ces codes. Bref, le résultat est qu'on ne sait pas, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas trouver des solutions? Ça, c'est pas vrai. Et donc là, il y a l'argument qui nous montre que si par exemple, si c'est le temps qu'il nous faut pour mettre en place des systèmes robustes face aux attaques par ordinateur quantique, si X est le nombre d'années qu'il faut garder nos données confidentielles, et puis Z, c'est le nombre d'années qu'il nous faut de développer un ordinateur quantique qui peut casser un code, si vous regardez ce chiffre-là, si vous verrez que si on tarde trop à mettre en place des solutions robustes face à l'ordinateur quantique, et l'ordinateur quantique vient plus vite que ce qui est attendu, toutes les cybersécurité sera compromise. Donc, c'est ça qu'on appelle les Q-Day. Okay? C'est les jours où on aura un ordinateur quantique et c'est de plus en plus repoussé. Donc, si vous voyez, Google récemment, Microsoft a annoncé que ce serait 2029. Et donc, il y a maintenant des recommandations partout dans le monde. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas juste des recommandations, même ça est devenu une obligation dans certaines parties du monde pour toutes les entreprises et toutes les institutions d'instaurer des solutions de quantum safe, comme on dit, c'est-à-dire robustes face aux attaques par ordinateur quantique, dans un horizon qui oscille entre 2030 et 2035. Okay? Donc, ça paraît lointain, mais c'est là. Pour nous, quand on travaille dans les domaines, c'est vraiment aujourd'hui. Hein? Et donc, ça, c'est vraiment, c'est pas théorique. C'est vraiment des sujets qui sont brûlants. Et donc, il ne faut pas oublier que dans toute cette affaire, il y a aussi les attaques qu'on appelle des types, c'est mieux dit en anglais, harvest now, decrypt later. Ça veut dire que les adversaires, et on sait qu'il y a des États qui font ça déjà, ramassent les données chiffrées confidentielles aujourd'hui, ils les gardent au chaud quelque part et ils attendent jusqu'à ce que la technologie nécessaire soit disponible pour déchiffrer ces données. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un problème tout à fait urgent de donner des solutions de ce type. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre domaine? On développe donc ces protocoles de distribution quantique des clés. Et donc, ça, c'est une image, vraiment, c'est un petit peu le textbook de la distribution quantique des clés. Et donc, dans notre domaine, on a toujours les deux interlocuteurs, Alice, Bob. On a Eve, qui est la partie malhonnête. Ils sont liés par un canal quantique qui peut être donc une fibre optique ou un espace par satellite. Et ils doivent aussi avoir un canal classique, public, authentifié, c'est-à-dire qu'Alice et Bob doivent savoir qu'ils parlent l'un à l'autre. Donc, ils ne peuvent pas avoir quelqu'un qui prétend être Alice ou Bob. Okay? Donc, ça, c'est un prérequis. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Dépendant des protocoles, donc on va voir un ou deux exemples. Et donc, ce qui se passe, la mécanique quantique donc, nous dit, la physique quantique, l'information quantique, que toute attaque qu'Eve puisse faire sur ces canaux quantiques et tout ce qu'elle peut, en utilisant aussi toutes les informations qui sont dévoilées sur ces canaux classiques, publics, elle peut utiliser toutes ces informations, certes, mais
grâce aux lois de la physique quantique, ça va produire des erreurs sur les corrélations entre Alice et Bob. Et donc ces erreurs ils sont inévitables. C'est ça le point critique. Donc, elle ne peut pas, grâce au théorème du non-clonage et de la superposition et de la non-localité, donc ça dépend un peu du protocole qu'on implémente, chacune de ces propriétés peut être à la base de la sécurité. Elle peut être détectée et donc l'analyse d'Alice et Bob qui suit ce protocole-là permet l'extraction de la clé secrète. Okay? Donc c'est ça qu'il faut, l'idée de base de la cryptographie quantique et de la distribution quantique des clés, c'est exactement ça qu'on arrive donc à partager une clé privée entre Alice et Bob des 0 et d'1 classique. Hein? Donc ça parfois il y a un petit peu de confusion à la fin de ces protocoles. Alice et Bob auront des clés cryptographiques des 0 et d'1 mais qui ont été générées grâce à l'utilisation des qubits, okay, de la communication quantique. Et donc, quels sont les désavantages de cette technologie? Que ça nécessite une infrastructure adaptée. Je vais vous montrer tout à la fin l'infrastructure de communication quantique qu'on a déployée en région parisienne pour vous donner un petit peu un exemple à quoi ça ressemble cette infrastructure, mais ça a quand même besoin de systèmes spécifiques. Par exemple, des détecteurs de photons uniques, cryogéniques, des sources de photons intriqués. Tout ça, ce ne sont pas des technologies qui sont largement utilisées dans les télécommunications actuelles, hein, donc dans les infrastructures actuelles. Donc ça nécessite donc une infrastructure adaptée et doit être aussi combinée avec des méthodes classiques, par exemple comme les post-quantiques dont on a parlé. Donc, je peux vous donner un exemple des protocoles, comme Jean l'a mentionné dans son introduction, ce qu'on appelle, nous, dans le domaine des variables discrètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les variables discrètes? Ça veut dire qu'on va coder l'information dans des propriétés des photons uniques. Okay? C'est ça qui montre cette image-là. Ce que vous voyez ici, c'est le tout premier protocole qui a été proposé par Charles Bennett et Gilles Brassard en 1984. Et donc, c'est connu comme le protocole BB84. C'est comme ça qu'on fait en cryptographie, c'est les initiaux et la date et l'année de la... Ça a passé dans une toute petite, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, Bennett et Brassard l'ont raconté beaucoup de fois dans leur présentation. Et donc, ça passait dans une toute petite conférence, dans les proceedings d'une conférence quelque part dans le monde. Vraiment, c'était même pas accepté en publication parce que c'était considéré un peu trop bizarre à l'époque, et pourtant, ça fait vraiment la base de tous les domaines aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, du coup, Bennett et Brassard dans leur protocole? C'est honnêtement, le protocole, si vous voyez, la base est assez simple, finalement. Si on comprend la superposition, c'est quand même assez simple. Donc, essayons de voir. Donc, on a donc Alice. Qu'est-ce qu'elle fait, Alice? Elle choisit parmi 4 états quantiques. Okay? Là, dans ces protocoles-là que vous voyez, on va utiliser la polarisation. On va coder l'information sur la polarisation des photons uniques. Donc, vous allez avoir une série donc, de photons uniques qui sont générés, par exemple, par une source de photons uniques. On va considérer ça, même si ce n'est pas les preuves pratiques, mais ce n'est pas grave. Et donc, une source déterministe de photons uniques qui va nous donner à chaque moment un photon parfait. Okay? On va utiliser ça pour approximation. Évidemment, ce n'est pas le cas en réalité, mais ça. Et à chaque fois, on va utiliser, Alice va choisir complètement aléatoirement un de ces 4 états. Donc ça, c'est la polarisation horizontale ou verticale. Ça, c'est la première base. On a un photon polarisé horizontalement et un autre qui est polarisé verticalement. Elle va associer les bits 0 et 1 dans chacun de ces photons pour cette base-là. Et puis après, elle va utiliser aussi les bases diagonales de polarisation. Ça, c'est très facile. Hein. Polariser les photons dans un laboratoire, on a tout ce qu'il faut pour ça. Hein. Donc, on a des polariseurs qui nous permettent, ça, c'est très facile de manipuler la polarisation d'un photon unique comme ça. Et donc, la base diagonale, donc comme ça. Donc, ce qui est important d'un point de vue d'informatique quantique, c'est que les deux bases sont non conjuguées, comme on dit. Donc, c'est-à-dire l'élément de chaque base est non orthogonal par rapport à l'autre. Okay? Donc, les éléments de chaque base, donc on a horizontal, vertical, et l'autre, c'est diagonal, c'est-à-dire que c'est non orthogonal par rapport à la première base. Et ça, c'est très important. C'est vraiment la base,
c'est vraiment mathématiquement, c'est extrêmement important d'utiliser ce type de base. Et donc, comment ça marche? Elle va utiliser de façon aléatoire chacun de ces états-là. Elle va envoyer sur les canaux quantiques, par exemple la fibre ou les satellites, comme on a dit. Elle va noter donc les numéros, les bits qui est associés à chacun des états qu'elle a générés aléatoirement. Et donc Bob, à la fin, qui est à la réception, il va faire une mesure aléatoire lui aussi. Il va sélectionner aléatoirement entre les deux bases, horizontale, verticale ou diagonale, ok? Et il va noter les clics du détecteur qui a cliqué. Okay, donc, il y a des détecteurs de photons uniques ici. Et donc, si on envoie une photon polarisée, par exemple, horizontalement ou verticalement, comment tu fais une détection sur une base horizontale verticale? En fait, tu vas mettre ce qu'on appelle une lampe séparatrice en polarisation. Okay? Donc, peut-être que je peux vous montrer, au lieu de faire des images avec ma main. Donc, tout simplement, tu vas avoir ce qu'on appelle un PBS, donc une lampe séparatrice en polarisation. Tu vas mettre 2 détecteurs de photons uniques derrière, ok? Et donc, s'il y a un qubit polarisé horizontalement ici, ce qui fait une lampe séparatrice en polarisation, elle laisse passer la polarisation horizontale, elle reflète la polarisation verticale. C'est ça qui fait une lampe séparatrice comme ça, hein? C'est un élément optique. Donc, ce que vous voyez ici comme une mesure en base horizontale verticale, c'est un système optique très simple en fait, hein? Donc, l'horizontale va donner un clic dans ces détecteurs-là, tandis que le vertical va passer ici et ça va faire un clic là. Maintenant, où ça se complique, c'est s'il y a une diagonale, un qubit diagonalement polarisé qui vient là, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Voilà, je vais poser une question. Qu'est-ce qui va se passer si on a un qubit là, diagonalement, donc c'est-à-dire qu'on va l'écrire comme ça, où les zéros, c'est les horizontales et les verticales. S'il y a un qubit diagonalement polarisé qui tombe sur ces dispositifs-là, à votre avis, c'est ce qui va se passer? Quoi? Oui, exactement. Donc, on aura avec tout le monde le sait, mais vous êtes timide, je pense. Et donc, du coup, il y a une probabilité, 50% de probabilité qu'il y a ces clics-là et 50% de probabilité. Donc, ça va être totalement probabiliste, totalement non déterministe, les résultats de cette mesure. Et c'est toute l'idée. C'est vraiment exactement ce qui nous donne finalement la sécurité. Donc, c'est que quand il y a les mauvais photons qui vont les bons photons qui vont dans la mauvaise base, les résultats sont non déterministes. Et évidemment, Alice et Bob sauront ça parce qu'ils vont communiquer après ça, ils vont se dire quelle base ils ont utilisée et donc du coup ils sauront quelle partie de la communication garder. Mais un espion qui se trouve là-dedans, Eve qui va se trouver là-dedans, qui va essayer d'intercepter cette communication et de voir ce qu'elle peut faire en attaquant les systèmes, elle sera toujours confrontée à ça. Et donc si elle arrive à récupérer les photons, il va falloir qu'elle les mesure. Elle ne saura pas sur quelle base les mesurer et donc on peut, sans rentrer dans les détails, on peut montrer qu'elle va conduire en erreur. Okay? Parce que de temps en temps, elle va mesurer c'est la mauvaise base, elle va dire « Ah, c'était les mauvais photons », elle va l'envoyer à Bob, Bob va mesurer c'est la bonne base et ça ne sera pas corrélé avec ce qu'Alice avait, tandis que ça aurait dû être corrélé. Donc, vous voyez, et donc il y a des erreurs dans la corrélation qui vont arriver justement parce qu'ils ont utilisé ces deux bases qu'on appelle comme ça conjuguées. Voilà, donc ça c'est vraiment les principes fondamentaux du protocole BB84. Il y a évidemment donc tout d'abord, n'oublions pas que grâce au théorème du non-clonage, Eve ne peut pas copier les états envoyés par Alice, et donc ça déjà c'est la base de la sécurité. Elle ne peut pas aussi observer à la fois dans les deux directions. Donc grâce à l'incertitude d'Heisenberg, elle ne peut pas faire une mesure sur un qubit sur deux bases en même temps. Ça c'est pas possible. Et quelques notions qui vont encore plus loin en termes de cryptographie quantique. Là, je vous ai décrit un protocole, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous permet de ne pas avoir de l'intrication. C'est un protocole, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais en gros, je vous décris un protocole où Alice envoie des qubits à Bob, okay, qui sont dans une superposition d'états, donc verticale, horizontale ou dans des états comme ça, donc des polarisations diagonales, mais
n'y a pas d'intrication. Okay? Et donc, Alice, une fois des qubits à Bob, c'est un système plutôt simple, en fait. C'est ce qui a permis à la cryptographie quantique d'avancer, parce que tout ça, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Ce qui est compliqué, c'est de les faire en accord avec des preuves de sécurité, de faire un travail rigoureux d'analyse des résultats. Mais d'un point de vue optique, c'est pas très compliqué. C'est pour ça que c'est très avancé. Par contre, il y a d'autres protocoles où on envoie des qubits intriqués. Donc là, on aura une source de photons intriqués au milieu. Elle a envoyé un qubit à Alice, un qubit à Bob. Et Bob et Alice vont faire des mesures de ces deux côtés-là. Et donc, c'est ce que je vous disais au début. Et dans ces cas-là, ça, c'est des protocoles mis en avant par un des pionniers, un autre pionnier du domaine, avec Bresser et Bennett, qui est Arthur Eckert. Et donc, le protocole d'Eckert de 1991 a permis justement de démontrer qu'il y a un avantage d'utiliser l'intrication pour la cryptographie quantique vraiment absolument fondamental. Parce que si tu arrives à faire ça, donc si tu arrives à avoir les sources là au milieu du canal, tu envoies les photons à Alice et Bob et ils font leurs mesures et ils violent l'inégalité de Bell. Vous vous rappelez de l'inégalité de Bell dont on a parlé pour la non-localité? C'est une signature extrêmement forte qu'il n'y a pas d'espionnage. Parce que s'ils arrivent à violer l'inégalité de Bell, ça veut dire en gros qu'il n'y a pas eu de tentative d'un parti extérieur de récupérer l'information qui est transférée sur le canal quantique de la communication. Parce que si Eve avait essayé de mettre des photons auxiliaires ou de faire une attaque, de s'intriquer elle-même avec Alice et Bob, ça n'aurait pas marché. Donc, vous voyez, par exemple, donc, vous pouvez voir, donc, s'il y a la source de photons intriqués là, donc, si on a EPR, une source de photons intriqués, et donc les qubits qui partent dans les deux directions, Alice et Bob, ok, et ils sont intriqués, donc là, on a l'état intriqué qui va vers Alice et Bob. Si Eve essaye d'intriquer elle-même avec ses qubits et de créer un état intriqué plus global pour qu'elle puisse attaquer les systèmes, eh ben, elle va se confronter au phénomène qui s'appelle monogamie de l'intrication. C'est comme ça qu'on l'appelle, monogamie de l'intrication, qui nous dit que l'intrication parfaite peut exister entre deux parties comme ça, mais si elle essaye de se mettre dans cette intrication, elle va diminuer, si je peux le dire comme ça, la qualité d'intrication bipartite entre Alice et Bob, et l'intrication va être tellement diminuée qu'ils ne pourront plus violer l'inégalité de Bell. Ils n'auront plus de corrélation non locale. Okay? Donc, essayer de s'intriquer entre une intrication entre deux parties introduit des éléments de variables cachées. C'est qu'on a dit que ce n'était pas possible grâce à l'inégalité de Bell. Et c'était ça l'intuition d'Eckert qui était vraiment phénoménale, qu'il a fait ces liens entre la violation et la non-localité avec la protection, avec les notions de sécurité, plus avancées dans ce type de dispositif. Je trouve ça personnellement très beau parce que ça lie un concept vraiment très fondamental à quelque chose de très pratique qui nous donne un protocole cryptographique très précis. Donc là, il faut que je vous dise que le protocole d'Eckert, il y a tout le monde, c'est un énorme enjeu dans notre domaine. Aujourd'hui, il a changé un petit peu de nom, on appelle ça Device Independent Quantum Cryptography, ok? Et donc c'est le DI, Device Independent. Pourquoi? Parce que c'est indépendant du dispositif. À cause de cette raison-là, parce que si on arrive à violer l'inégalité de Bell, les principes de base nous disent qu'on peut même avoir un espion qui a donné ces systèmes de mesure à Alice et Bob, donc qui a truqué les systèmes de mesure. S'ils arrivent à violer l'inégalité de Bell, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espionnage, il n'y a pas de mal, quelque chose de... Sinon, ils pourront jamais faire ça. Donc, c'est une signature très forte de sécurité. Mais comme ça demande de violer les inégalités de Bell parfaitement, donc avec une très grande efficacité, ça, on ne le sait pas faire encore aujourd'hui, surtout avec des systèmes photoniques. Donc, un gros sujet dans notre domaine, c'est qui sera le premier à faire du device independent quantum cryptography avec des photons. Il y a eu quelques démonstrations avec des ions,
parce que c'est des systèmes de mesure sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Mais comme c'est un système cryptographique qui normalement, c'est des systèmes photoniques qui font ça, on aimerait vraiment beaucoup les faire avec des photons. Et il y a quelques tentatives, mais donc, je vous l'ai dit, c'est un grand sujet dans les domaines qui arrivera à faire le premier. Et donc, pour l'instant, les démonstrations peut-être que vous pouvez voir des cryptographies quantiques des QKD avec des photons intriqués, c'est surtout des protocoles comme le BB84, un peu doublé, c'est-à-dire comme le BB84, mais ce n'est pas basé sur la non-localité. Donc, tu peux avoir de l'intrication, tu vas faire des mesures ici et ici, un peu comme les bases des BB84, et ça peut te créer une clé, mais tu n'as pas cet aspect indépendant du dispositif qui te donne la non-localité. Okay? Et donc, c'est ça les démonstrations qu'on a aujourd'hui. Donc, je peux vous faire un tout petit peu une historique. Donc, ça, c'est le tout premier système de distribution quantique des clés qui avait été développé. Et donc, ça a été développé justement par IBM et par l'Université de Montréal, par Bennett et Brassard. Et donc, c'était juste pour vous voir combien on a avancé depuis. C'était 1989 et c'était sur 30 cm. Et c'était la légende dit que beaucoup de personnes ont raconté qu'il fallait être sourd pour qu'un espionne, que ça soit sûr, parce que les modulateurs que vous voyez là, donc ce système-là que vous voyez là, le modulateur ici qui choisit les états BB84 faisait un bruit différent en fonction de l'état qui a été choisi. Donc, c'est ça, un petit peu la légende. Et donc, il fallait juste écouter et tu savais quel état était codé. Donc, évidemment, là, il n'y a plus de sécurité. Donc là, depuis, quand même, on a fait des très gros progrès. Donc voilà, vous voyez une société suisse, ID Quantique, qui sont des pionniers dans les domaines, qui font, vous voyez là, des systèmes BB84 vraiment, vraiment très, très, très industrialisés. Vous voyez aussi un système de photonique intégré. Donc on arrive à mettre maintenant certains de ces systèmes, et là aussi, vous voyez des photoniques intégrées, donc dans des systèmes très, très, très petits. Et là, il y a quelques années, on va essayer de faire avec quelques collègues comment on juge la performance d'un système QKD, c'est le taux de génération des clés secrètes en fonction des pertes. Et là, vous voyez qu'il y a tout type de différentes. Donc, ça dépend énormément des types de détecteurs de photos uniques. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais en fait, il y a, par exemple, quand vous voyez un système comme ça, il n'y a pas de détecteur cryogénique, évidemment, parce que ça rend la chose beaucoup moins pratique, mais il y a des APD de là-dedans. Donc là-dedans, il y a des photodiodes à valence à température room temperature, à température ambiante. Mais ça veut dire qu'on arrive à les faire, mais ça va nous limiter quand même à la fin les taux de génération des clés secrètes. Pourquoi? Parce que ce type de détecteurs de photos uniques ont beaucoup de ce qu'on appelle les dark counts, les coups noirs, des faux coups qui sont liés à la lumière ambiante. Et donc, à un moment, on ne peut plus extraire la clé s'il y a trop de ces coups-là. Okay? Donc, on ne peut plus faire la différence sur des longues distances entre les signaux qui sont utiles pour les corrélations. Si tu veux vraiment étendre les distances, il faut aller vers des systèmes vraiment cryogéniques. Et donc, les top du top dans notre domaine maintenant, c'est les superconducting nanowire single photon detectors. C'est ça que ça veut dire ça. C'est les nanophiles supraconducteurs détecteurs de photos uniques. Maintenant, je pense que j'aurais pu vous faire un petit slide avec la physique derrière la SNSPD. C'est vraiment joli. C'est vraiment des nanophiles supraconducteurs. C'est de la physique derrière ces détecteurs. C'est vraiment très belle. Et qui arrive donc à faire des températures cryogéniques. Et donc, ça veut dire mais qui demande des cryostats. Hein. Si vous voyez, on a dans notre laboratoire, il y a des cryostats. Donc, du coup, c'est quand même beaucoup plus difficile à faire des systèmes déployables avec ce type de détecteurs. Mais par contre, il permet de pousser le plus loin possible la distance faisable. Et donc, du coup, pour ceux d'entre vous qui aiment encore une fois les maths, donc la définition de sécurité admise pour les taux de génération des clés secrètes aujourd'hui, après plusieurs années où des preuves de sécurité de tout type, de différentes méthodes mathématiques, de comment on quantifie la clé secrète, c'est maintenant aujourd'hui la définition qui est admise, c'est dû à Renato Renner, notre collègue de Zurich. Et donc là, ce que vous
voyez ici, c'est la distance entre l'état quantique partagé entre Alice, Bob et Eve et un état où l'état d'Eve est séparable, donc elle n'est pas liée à un état qui décrit en gros la clé secrète entre Alice et Bob. Et ça, c'est quantifié. La distance entre ces deux états, c'est qualifié par ce paramètre epsilon, qui est donc le paramètre de sécurité de notre protocole. Et on veut que cet epsilon, bien évidemment, soit le plus petit possible. Donc là, dans les implémentations qu'on fait, nous, des QKD, on arrive à des epsilons entre 10 puissance moins 8 ou 10 puissance moins 10. Donc vous voyez, ça montre la distance par rapport à une... quand est-ce qu'on peut considérer qu'Ève est complètement... L'état de l'espion est complètement pas lié du tout. Elle n'a pas d'information, en gros, ça quantifie l'information qu'elle peut avoir sur la clé secrète. Et pour que, d'un point de vue cryptographique, on puisse utiliser cette expression-là et cet epsilon, il faut que ça soit vrai pour n'importe quel état initial entre Alice et Bob et Eve. Et l'importance, là, ici, c'est le n, parce que ça prend en compte ce qu'on appelle l'état infini, c'est-à-dire le fait que notre communication n'est pas infinie. Donc, pendant de nombreuses années en cryptographie quantique, on prouvait la sécurité pour des n asymptotiques, donc pour des communications infinies, comme si on avait accès à un nombre illimité des qubits, mais ce qui n'est pas correct. On a toujours un nombre illimité des qubits, et ça affecte la sécurité parce que ça veut dire qu'Alice et Bob ne peuvent pas estimer leurs paramètres parfaitement. Et donc, du coup, il y a toute une analyse de ce qu'on appelle l'état infini, et ça, c'est pris en compte dans cette expression-là, que je vous mets là comme ça, un petit peu de façon un peu brutale, mais au moins, je pense que c'est ça qui est important de retenir ici, qu'il y a cet epsilon qui n'existait pas pendant de nombreuses années, donc ça donne plus de rigueur à ces preuves de sécurité. Et donc, du coup, là, ce que vous voyez ici, comme on a dit, qu'on a des pertes. Et donc, il faut se rappeler aussi qu'on n'a pas, l'amplification n'est pas possible dans les systèmes quantiques, contrairement au système classique. Donc, si vous voyez les communications sous l'océan, par exemple, transatlantique, il y a des centaines de milliers de kilomètres de fibres qui nous relient avec les États-Unis, par exemple. Et là, il y a des amplificateurs tous les 100 kilomètres sous l'océan, si vous voyez ça. Et donc, dans les quantiques, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire de longues distances avec des amplificateurs. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas amplifier des signaux quantiques sans introduire des erreurs. Et donc, ces bruits affectent finalement les corrélations qui sont très fragiles. Et donc, du coup, les sujets de l'amplification quantique sans bruit est un sujet assez complexe, ouvert. En tout cas, dans des systèmes photoniques, on ne sait pas les résoudre. D'où donc le besoin d'un nouveau système avant d'aller, ça va vite le temps, hein? Donc, avant de vous parler un petit peu des répéteurs, et donc ce qui va être la deuxième, plus petite, du coup, partie de ces séminaires, je voulais quand même un petit peu, comme Jean aussi l'a mentionné, qu'il y a aussi, donc, j'ai choisi de ne pas donner des détails sur les variables continues, parce qu'il y a un sujet assez complexe et ça demande lui-même beaucoup de mathématiques et de formalisme derrière, mais je voulais quand même le montrer parce que c'est effectivement notre équipe, depuis le temps de Philippe Granzier, travaille dans ce domaine des variables continues et qui est un codage très important de l'optique quantique plus largement. Et donc, c'est utile de se rappeler. Et donc, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, on a utilisé des propriétés de photons discrètes. Donc, par exemple, la polarisation qui peut être horizontale, verticale. Donc, ça, c'est un codage discret de l'information. Ça peut être aussi le ton, ça peut être la fréquence, ça peut être d'autres quantités. Et mathématiquement, on décrit ça avec les matrices densité. On utilise des comptages de photons avec des états de type de Fock. Et dans les variables continues, c'est un petit peu différent, qui sont vraiment les langages de l'optique quantique. On code l'information sur les propriétés des états de la lumière, comme les états cohérents ou les états comprimés. Sur l'amplitude et la phase de la lumière, on utilise les fonctions de Wigner pour caractériser mathématiquement nos états-là. Et surtout, d'un point de vue expérimental, la grande différence se trouve à la détection. Et donc, au lieu d'utiliser
utiliser donc des détecteurs des photons uniques, on utilise des méthodes de détection cohérente. Donc là, vous voyez un exemple, c'est qu'on accède les détections Modine, où on a notre état quantique, on les mélange avec une référence de phase, que dans ce domaine, on appelle l'oscillateur local, qui est un signal assez fort, assez classique, c'est un signal classique. On les mélange sur une lampe séparatrice, on met deux photodiodes derrière, on soustrait les signaux des deux photodiodes et on peut démontrer, et ça je trouve c'est très, très joli, que le résultat est la quadrature du champ électromagnétique de l'état quantique qui a été amplifiée par l'amplitude de l'oscillateur local. Et donc, du coup, on arrive comme ça à détecter, à faire les mesures des quadratures du champ électromagnétique en utilisant cette référence de phase, l'oscillateur local, en utilisant tout simplement des systèmes assez simples, beaucoup plus simples par rapport aux détecteurs de photos uniques, donc des détections qu'on appelle homodines, mais il y a aussi d'autres variantes de détection hétérodine, on ne va pas rentrer dans les détails, donc qui sont des systèmes qu'on utilise pour les écodages en variable continue. Et donc là, il faut s'affranchir du formalisme des qubits. Donc maintenant, j'ai raisonné tout au long avec des qubits, mais quand on parle avec les variables continues, on a un continuum dans nos états, donc on parle plutôt des modes. Autant de modes. Donc, si cela vous intéresse, je vous conseille très, 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 très fortement un article de revue qui a été rédigé par Claude Fabre et Nicolas Treps, nos collègues du LKB, là-dessus. Donc, vous me demanderez si ça vous intéresse, qui décrivent très, très joliment en détail comment on formalise les modes dans l'optique quantique et comment on l'utilise aussi pour l'information quantique. Et donc, dans notre domaine, je vous donne juste, nous, dans notre équipe, on utilise donc ces systèmes de variables continues pour la QKD. Et donc, ça, c'est l'intérêt d'un point de vue expérimental, c'est que ces systèmes-là sont compatibles avec les télécommunications classiques et peuvent s'intégrer sur des puces, notamment au silicium, beaucoup plus facilement. Donc, en fait, je ne vous ai pas dit, mais une des puces là que je vous ai montré ici, ici, c'est ça vient, c'est un bob de variables continues QKD sur puce. Donc ça, c'est un bob entier, donc c'est avec ces détecteurs et tout. Et donc, c'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas faire avec les supraconducteurs. Par exemple, on ne sait pas encore les mettre sur une puce. Donc ça, c'est une puce en silicium qui contient un bob pour les variables continues, donc avec ces photodiodes, avec les systèmes de détection, et qui a été fait ensemble avec l'équipe de silicon de photonique sur silicium du CDZN, du Centre de Sciences et de Technologie, et ça a été fabriqué par le CA Leti à Grenoble, qui fabrique des puces en silicium pour l'électronique, mais aussi maintenant pour la photonique. Donc c'est assez intéressant maintenant qu'on arrive à faire des systèmes si compacts. Et donc on a eu quelques résultats avec ces puces-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aussi on a démontré avec ce type de système que tu peux arriver à avoir sur des distances autour de 30 km, des taux de génération d'éclats très élevés. Donc, on s'approche là, pour des kilomètres, autour de 10 km, de 100 mégabits par seconde, qui est considéré assez élevé quand même pour des taux de génération d'éclats secrètes pour des systèmes QKD. Mais j'aimerais quand même garder un petit peu de temps pour les répéter. Donc, je continue pour vous montrer, donc, au-delà donc, de la QKD dont on a parlé, je vais mettre ça. Et donc, il y a maintenant dans le monde un très grand effort de déployer des réseaux quantiques plus larges. Donc, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était, vous voyez, quand je vous ai montré l'image avec les flèches, avec les différents types de réseaux quantiques, on est quand même resté assez longtemps sur la toute première flèche, parce que c'est ça qu'on sait faire aujourd'hui vraiment bien. Mais il est important de comprendre qu'il y a des limitations dans ces flèches-là, il y a des limitations de distance, et donc si on fait comme ça, il faut quand même faire confiance aux nœuds intermédiaires, donc on aimerait quand même aller, donc là, le plus grand réseau quantique du monde qui est en Chine, vous voyez ici, ils ont déployé un réseau de distribution quantique des clés qui s'étend sur sur 2000 km, qui implique des réseaux dans diverses villes et avec des topologies, comme vous voyez, assez diverses. Tout ça, c'est de la QKD
point à point, variable discrète. Donc, c'est vraiment, la technologie est exactement la même tout au long de cet énorme réseau. Donc, ils ont travaillé plus maintenant vraiment la physique et les protocoles, mais les aspects plutôt réseau, vous voyez. Donc, c'était ça qui est quand même très important, mais il n'y a pas d'innovation d'un point de vue technologique dans cette démonstration-là, mais c'est quand même très intéressant d'un point de vue échelle. Et en plus, dans tout ça, il y a aussi les liens par satellite qui sont quand même importants parce que tu n'as plus besoin de faire des scènes de nœuds de confiance ou des répéteurs quantiques, je vais en revenir, et aussi ça peut servir des endroits éloignés. Et donc, il faut que je vous dise qu'en Europe aussi, on a un très grand projet, les EuroQCI, Quantum Communication Infrastructure européen, qui vise à faire, je vais vous montrer tout à la fin notre QCI parisien, comment on contribue dans cet effort avec des projets par satellite et des terrestres pour relier tous ces centres métropolitains partout en Europe et dans le monde. Donc, ça s'inscrit dans un effort assez large. Si on veut voir maintenant comment on passe donc pour la distribution d'intrication, et donc ça c'est la figure qu'il faut retenir, c'est ça le plus important. Comment donc on distribue l'intrication sur des longues distances en utilisant des répéteurs et des mémoires quantiques, comme on disait tout à l'heure, pour ne plus avoir besoin de nœuds intermédiaires et pour s'affranchir de ces problématiques de distance parce qu'on ne peut pas amplifier les signaux quantiques. Donc, comment on fait ça? On utilise ce système-là que vous voyez ici. Donc, imaginons qu'il y a Alice et Bob. Là, pour l'instant, on peut regarder juste une topologie linéaire. Il y a Alice et Bob qui sont très, très, très loin. Okay? C'est une très longue distance. Et ils aimeraient quand même avoir comme ressources des photons intriqués pour pouvoir les utiliser pour les protocoles. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va diviser ces liens-là dans différents morceaux. On va mettre des sources de photons intriqués au milieu, vous voyez ici. Et donc, des sources de photons intriqués ici. Tout ça, c'est des sources de photons intriqués. Les trucs là rouges que vous voyez, ce sont des mémoires quantiques. Et ça, c'est des mesures qu'on appelle des mesures de Bell, des états de Bell. Okay? Donc, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Donc, on va générer là des photons intriqués. Et donc, l'un photon va aller dans la mémoire quantique, l'autre va aller dans le système de mesure. On aura une autre source de photons intriqués qui fait pareil ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des photons intriqués qui appartiennent à deux paires individuelles qui interfèrent dans un système comme ça? Okay? Et donc, c'est ça qu'on appelle la téléportation quantique. C'est une généralisation de la téléportation quantique. Pour rappel ici, au cas où vous ne vous rappelez pas, la téléportation quantique, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'Alice a une qubit, okay, qu'on va écrire comme ça. Alice a une qubit comme ça. Elle va l'envoyer, elle a envie de l'envoyer à Bob, okay? Mais pour une raison ou une autre, ils n'ont pas un signal de communication où elle n'a pas assez de distance, elle ne peut pas envoyer de façon directe. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, la téléportation quantique? Ce qui se passe, on va utiliser l'intrication comme ressource intermédiaire. Donc, on va générer une source de photons intriqués. Il y a l'un photon qui va aller vers Alice, l'autre photon qui va aller vers Bob. Okay? Et donc là, on va faire cette mesure qu'on appelle le Bell State Measurement, le BSM, qui est vraiment la technologie de base pour les répéteurs quantiques. Et donc là, on aura notre état de Bell, par exemple. Okay? Donc ça, c'est un état intriqué. Donc l'un qubit va aller là, l'autre qubit va là. Et donc la téléportation quantique nous dit que si on fait ça correctement, donc si on interfère ces qubits ici avec l'un des deux qubits des photons intriqués dans cette mesure de Bell, que malheureusement, ça me prendrait une heure de plus à expliquer comment ça marche, très malheureusement, parce que c'est vraiment très intéressant comment fonctionne la mesure d'état de Bell. C'est vraiment intéressant, mais d'un point de vue. Mais du coup, il faut me croire qu'on sait le faire, ok? On sait le faire, donc on sait interférer un qubit de ça et un qubit de notre paire intriquée. Il y aura un résultat, et ça nous permet, c'est ce qui veut dire cette phrase, ça nous permet de projeter l'état de deux qubits qu'on a du coup. Là, à la sortie, on a un état de deux qubits, un état là, dans l'espace des états de Bell qui appartiennent dans l'espace de Hilbert dans 4 dimensions. Et donc, du coup,
Et donc, du coup, les résultats de cette mesure vont être communiqués à Bob. Okay. Et on peut démontrer par les protocoles de téléportation quantique que Bob, s'il bouge, s'il applique juste un simple unitaire sur son qubit qui est là, le qubit qu'il a reçu, il peut récupérer l'état initial, le alpha 0 plus bêta 1, qui est le qubit d'Alice, via cette méthode de téléportation. D'accord? Donc, c'est ça qui nous fait une téléportation quantique. Ça nous permet de communiquer l'état quantique via l'utilisation d'une paire intriquée sans envoyer directement les qubits à l'autre utilisateur. Et donc, ce que vous voyez là-haut, c'est exactement ça. C'est juste que c'est une généralisation de la téléportation parce que là, on a maintenant ce qubit-là appartient à une autre paire intriquée. Donc, on l'envoie ici, on envoie l'autre paire intriquée, on fait les mesures d'état de Bell et donc on projette les deux qubits qui sont à l'extrémité de cette communication, celui-là et celui-là, dans un état intriqué. Et donc, si on fait la même chose ici, si on fait la même chose ici, okay, et chaque fois on enlève les qubits de photons de mémoire quantique de sorte que tout soit synchronisé, et ben on va arriver par intriquer les deux interlocuteurs, Alice et Bob, via ce système de transfert d'intrication via la téléportation quantique que vous avez vue. Okay? C'est comme ça, j'espère que ça vous donne une idée, c'est comme ça qu'on distribue de l'intrication, on fait des routages de l'intrication dans un réseau quantique par des méthodes successives de téléportation quantique. Et donc, c'est compliqué, il y a beaucoup de plateformes pour faire ça. Là, je vous montre quelques exemples des collègues, ça c'est à Delft, ils utilisent une plateforme qui est basée pour les mémoires et pour les répéteurs, qui est basé sur le centre NV des diamants. Ici, c'est à ICFO, à Barcelone. Ils utilisent des cristaux dopés. Là, vous voyez la mémoire quantique dont je veux vous parler dans 2 minutes, qui est basée sur les nuages d'atomes. Et en général, c'est quand même assez complexe. On a besoin de faire des compromis entre l'efficacité, les temps de stockage, les temps d'intrication, les portées. Tous ces systèmes de répéteurs quantiques sont quand même assez complexes. Je voulais quand même vous montrer un exemple. Donc, on a combien de temps? Il faut que je finisse quand même. Hein? Oui, donc là, OK, 5 minutes, donc je passe ça, je ne vais pas parler de ça, c'est pas grave. OK, donc je vais vous montrer en fait ce que je vais faire, je vais vous montrer, parce que ça colle bien, un exemple justement de la mémoire quantique, comme j'avais promis au début. Donc là, je vous montre un exemple qui est comme une technologie qui est utilisée pour le stockage quantique optique. Donc ça, c'est développé par nos collègues avec lesquels on collabore, l'équipe de Julien Laura du LKB. Et donc, ce qui fait une mémoire quantique, ça prend un qubit photonique, la superposition d'un qubit photonique, et ça les transfère, je ne sais pas comment le dire autrement, ça remet la superposition, ça les transfère dans une superposition d'un état atomique, okay, d'un ensemble d'atomes qui sont refroidis par laser. Et donc, à ce moment-là, quand on est prêt, on peut demander que ces qubits-là soient régénérés. Donc, vous voyez, et donc on récupère l'information quantique en utilisant cet ensemble d'atomes froids. Et physiquement, ce qu'on utilise, c'est des EIT, c'est fait par ces protocoles de transparence induite par un champ électromagnétique, l'Electromagnetically Induced Transparency, et c'est une mémoire qu'on appelle par absorption, c'est-à-dire parce qu'il y a des mémoires aussi qui sont par émission. Donc ça, c'est une mémoire quantique où on absorbe les qubits et les réémet en demande. Et donc, il y a plusieurs propriétés qui sont utiles pour ce type de mémoire. Les caractéristiques essentielles, c'est quelle est l'efficacité des stockages et des récupérations du qubit. Donc, c'est-à-dire, quelle est la probabilité que si on met un qubit dedans, il va sortir. Okay? Ça, c'est l'efficacité. C'est extrêmement important pour tout ce qu'il y a autour des répéteurs quantiques. Parce que c'est les schémas que je vous ai montrés, c'est ça qui nous permet de faire les protocoles. Ça nous permet de voir avec quelle
probabilité, on pourra utiliser ces qubits. Important aussi, c'est la durée de stockage. Dans notre cas, c'est autour de quelques dizaines de microsecondes. La fidélité, donc quelle est la qualité de l'état du qubit qui sort par rapport au qubit d'entrée. Et donc ça, c'est autour de 99%. Et l'efficacité qui est très, très bonne est autour de 90%. Et donc, du coup, ça vous donne un exemple de mémoire qui nous permet de faire des systèmes de réseaux quantiques. Nous, on l'a utilisé pour un protocole de cryptographie quantique où on a inséré cette mémoire quantique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce protocole, mais ça nous permet de faire une monnaie quantique infalsifiable qui est basée sur l'idée originale de Wissner et qui a précédé même les protocoles BB84 dont on a parlé, okay? Et qui utilise aussi les codes, les bases conjuguées dont on a parlé. Donc, c'est un peu un système BB84, sauf que tu as mis une mémoire dedans. C'est quand même intéressant d'un point de vue technologique. Et on a pu donc montrer que c'était possible de faire un protocole assez complexe de cryptographie quantique en utilisant ces mémoires. Par contre, on n'a pas encore fait des répéteurs quantiques. Donc, ça, c'est les prochaines étapes. Donc, je vais finir par vous montrer un peu, on ne va pas parler du spatial, notre infrastructure de communication quantique dans la région parisienne. Et donc là, mon laboratoire est ici. Ça, c'est le campus des Ussiers. Donc ça, c'est mon laboratoire. Donc, on a fait une espèce ici, le campus des Ussiers, donc, qui n'est pas loin de là. Donc, vous êtes sans doute en dessus des fibres optiques qui sont utilisées pour la communication quantique à Paris. Donc, le Quantum, on appelle LAN, Local Access Network. On est connecté au LKB et aussi au locaux de la startup Willy qui développe des mémoires d'interconnect. On est connecté avec Orange, okay, qui est à Châtillon, et ensuite avec les plateaux de Saclay, avec l'MPQ aussi à l'Université Paris-Cité, avec les plateaux de Saclay, l'Institut d'optique, Thales, Télécom Paris et aussi bientôt les CDZ. Donc c'est un réseau qui devient, ça c'est des fibres dédiées, c'est dédié à la communication quantique, qui sont plutôt par Orange, et donc offerts par Orange. Et donc on a fait plein d'expériences au-dessus. On a validé des systèmes industriels de cryptographie quantique et post-quantique. La technologie à variable continue dont je vous ai parlé, on est en train de transférer cette technologie vers l'industrie de la photonique qui s'appelle Exail, qui sont basés à Besançon. Donc, ils ont fait des systèmes basés sur notre technologie qu'on a déployé très récemment sur ces liens-là. Et aussi, la prochaine étape, c'est le déploiement des liens avec une mémoire quantique industrielle développée par WeLink. D'abord, sur cette infrastructure à courte distance. Et ensuite, l'objectif, dans le cadre des projets européens notamment, c'est de relier sur 50 km, de démontrer un répéteur quantique. Et puis ensuite, le deuxième pôle de communication quantique en France, c'est autour de l'Université Côte d'Azur. Et donc là aussi, où ils ont aussi une interface avec une station sol optique de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc, ils envoient des photos intriquées aussi avec la QKD et même, ils ont équipé cet observatoire. C'est les plateaux de Calerne. Et donc, l'idée est de pouvoir relier les deux pôles et de faire donc une infrastructure de communication quantique en France. Donc voilà, on va vers une connectivité quantique. Donc on voit maintenant, si vous avez quelques minutes, on a écrit avec notre collègue ces papiers qui est un peu comme perspective pour les Optics et Photonics News. C'est assez vulgarisé, c'est 3-4 pages, c'est pas long et ça montre un petit peu où on pense que le domaine va, vers une direction qu'on a besoin maintenant de communication quantique à l'échelle des data centers, des puces, des réseaux d'informatique, mais aussi planétaires. Et pour ça, il faut concevoir la communication quantique comme les liens. Ça peut être utile, comme on a montré, pour les systèmes cryptographiques, mais aussi pour des répéteurs. Et puis, il y a tout un nouveau mode, peut-être un sujet de notre séminaire plus tard, où on se concentre juste sur les interfaces avec les processeurs quantiques, parce que je trouve ça, pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Et c'est tout au début. Comment tu extrais l'extraction des photons par des systèmes, des qubits, atomes, ions, supra, les transducteurs. Donc, il y a tout un domaine de faire des liens d'interconnexion entre les photons et ces systèmes-là qui est au tout début.
Et c'est fascinant d'un point de vue physique, mais aussi architecture, efficacité. C'est toute notre catégorie des protocoles que je trouve extrêmement utile. Nous, par exemple, et ça c'est via les travaux avec WeLink, on a démontré récemment que c'est possible de jouer avec les propriétés des photons dans la mémoire que vous avez vue pour les faire adapter à différentes modalités de qubits pour différents processeurs. Et donc ça, c'est vraiment, il y a de la très belle physique derrière. Donc voilà, si vous devez choisir un domaine, je pense que c'est quelque chose de très beau. Voilà, et avec ça, je remercie, grand merci à toute l'équipe, les collaborateurs et tout ça. Et merci beaucoup pour votre attention.